là, ok, auditeur, audition, façon d'auditer. Si on en parlait un peu des audités, il se fait que j'ai eu la chance de subir 2 audits dans ma vie de directeur. Alors, le premier audit, je vous assure, j'étais vraiment favorable. Je me disais, super, je vais découvrir mes angles morts, je vais enfin voir les risques dont je n'ai même pas conscience. J'étais hyper enchanté de faire cet audit jusqu'à recevoir le rapport d'audit. Violent moment dans ma carrière, et je me suis rendu compte que ce rapport d'audit me remettait vraiment en question dans toutes mes pratiques. Alors, le deuxième audit se déroule, et celui-là, je ne sais pas pourquoi, mais ma confiance et mon envie de partage étaient nettement moins enthousiastes, et j'étais taraudé en permanence par une question. Pourquoi j'irais donner à cet auditeur les réponses dont il a besoin pour me remettre en question? Enfin, je suis quelqu'un de gentil, de bienveillant, mais de là à me tirer une balle dans le pied, c'est pas non plus tout à fait mon idée. Et je vous invite d'examiner ça ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut bien faire qu'un audité se ferme? En ce qui me concerne, je suis certain que c'est l'interrogatoire par lequel je suis passé. Il y a eu des questions qui m'ont clairement bloqué. Finalement, quelles sont les questions que vous pourriez poser en tant qu'auditeur, en tant que contrôleur, pour améliorer la collaboration avec l'audité ou le contrôlé? Et lorsque j'ai demandé cette question-là à plusieurs auditeurs qui exercent aujourd'hui dans des grands groupes, ils m'ont dit que les 4 questions par lesquelles ils allaient passer sont celles-ci. Quelle est l'occurrence de ce risque? Quel est son impact? Pourquoi vous ne l'avez pas identifié jusqu'ici? Et quelles sont les mesures à mettre en œuvre pour le limiter? Alors, regardez qu'il y en a 3 questions qui sont très différentes d'une 4e. Les 2 premières et la 4e sont assez factuelles. Il s'agit de collecter des informations pragmatiques. Par contre, la 3e, elle a une petite tendance accusatrice. Et quand j'ai entendu cette question-là, je me suis souvenu ce qui avait fait que petit à petit, je m'étais fermé comme une huître. Quand même, c'est pas mal accusant. Alors, qu'est-ce qui fait que cette question-là est spécialement plus inconfortable pour l'audité que les autres? L'enjeu qui est là derrière, c'est que sur les 3 premières questions, il s'agit d'observer la scène et de fournir des informations sans être impliqué dedans. Dans la 3e question, c'est une question qui implique fortement l'interlocuteur qui la reçoit. Soit on observe de loin, soit on est impliqué dans la réponse. Pour bien en avoir conscience, je vous propose de travailler cette fameuse question-là qui m'avait un peu fermé comme une huître. Pourquoi vous ne l'avez pas identifiée jusqu'ici? On peut la modifier, cette question, et on pourrait poser à la place comment ce risque est-il passé sous les radars? Remarquez que je n'ai pas changé l'objet de la question, j'ai changé simplement sa formulation. L'idée qui est là derrière, c'est qu'une question invite à interroger un sujet et propose d'y répondre depuis une posture particulière. Pourquoi vous n'avez pas identifié ce problème plus tôt? Combien c'est impactant? Avec comment se fait-il que ce risque est passé sous les radars, qui permet au contraire de prendre de la distance avec la situation? Alors, si on continue un petit peu là-dessus, ce n'est pas la seule caractéristique de la question qui me pose problème. La 2e caractéristique, je ne sais pas si vous le voyez, c'est la seule qui est conjuguée au passé. Étonnamment. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas examiner cette question, mais étonnamment, c'est la seule qui est conjuguée au passé. Alors, de nouveau, je voudrais que lèvent la main les personnes qui, parmi vous, avaient écrit une question strictement conjuguée au futur. Donc, je ne sais pas si vous regardez dans la salle, il y a au total 4 personnes qui ont posé des questions au futur. Étonnant, non? 300 personnes, 400 personnes fois 3 questions, on est à 1200 questions. Sur 1200 questions, seulement 3 au futur. C'est cette obsession de la compréhension du problème par sa source qui fait que nous posons beaucoup de questions conjuguées au passé. Alors, la conséquence, c'est que cette culture, notre culture, nous amène à presque toujours chercher les causes d'une situation plutôt que d'identifier les perspectives d'une situation. L'enjeu qui est là derrière, vous allez me dire, mais oui, enfin, nous, on fait de l'audit, on a besoin de connaître ce qui s'est passé. On doit aller examiner le problème, c'est le risque qu'on analyse. Ok, je prends votre point. Cependant, en quoi poser des questions au futur limite votre analyse? Regardez, vous pouvez effectivement demander lors d'un audit pourquoi vous ne l'avez pas identifié jusqu'à présent. Cette fameuse question qui est tournée au passé. Ou bien vous pouvez la faire au conditionnel. Que devriez-vous faire pour l'identifier? Encore une fois, le conditionnel n'a aucune valeur de leadership puisque la réponse est soumise à condition. Et la personne pourrait vous dire ce qu'il veut.
Plutôt que le conditionnel, vous pourriez poser une question future. Que ferez-vous pour l'identifier la fois prochaine? Je signale qu'à ce moment-là, vous faites émerger des idées nouvelles et vous touchez du doigt la motivation à faire les choses différemment. Le principe qu'il y a derrière, c'est assez simple, hein, c'est que l'avenir se construit au futur. Et vous savez, moi, en tant qu'auditeur, en tant qu'audité, j'avais un petit problème. J'avais l'impression qu'on était en train de détricoter mon avenir à force d'examiner mon passé. Et je pense que c'est la deuxième raison pour laquelle je me suis fermé comme une huître. Il nous reste à examiner un dernier point, c'est que c'est la seule question sur laquelle il y a un pourquoi. En fait, nous avons un enjeu en français, c'est que pourquoi a une double définition. Ça veut dire à la fois pour quelle raison portez-vous des lunettes? Parce que je suis myope. Mais ça veut aussi dire pour quel objectif. Pour quel objectif portez-vous des lunettes? Pour mieux voir. Quel est l'enjeu, la dernière? Quand vous posez une question qui commence par pourquoi, le risque que vous ayez un parce que peut vous entraîner vers une justification, une réponse fabriquée juste pour vous satisfaire. Et si vous construisez votre rapport d'audit sur ces parce que qui sont des justifications, vous construisez un château de sable. Il est donc indispensable d'éviter les pourquoi, chercher la motivation plutôt que la justification. Quel était l'objectif de cette rapide présentation? C'est simplement de vous faire constater que si on arrête quelques secondes de se focaliser sur celui qui pose des questions et qu'on commence à faire attention à celui qui reçoit les questions, on peut se rendre compte que la formulation des questions va jouer un rôle essentiel sur la dynamique que ça crée entre auditeurs audités, contrôleurs contrôlés. Le sujet de vos questions est forcément bon, la formulation peut éventuellement altérer la collaboration et l'implication. L'idée qu'il y a derrière, c'est que finalement, une bonne question l'est si elle l'est sur le fond et sur la forme en termes de relation. Je voudrais terminer par une dernière audit, un dernier test pour vous. Vous savez, quand j'ai subi ces audits, mon outil à moi, c'était mes réponses. Et il m'a semblé que l'outil essentiel de l'auditeur, c'était ses questions. Donc j'ai acquis la conviction que poser des questions, c'est un outil central au métier de l'audit et du contrôle. Je voudrais que lèvent la main dans la salle les personnes qui ont suivi une formation solide sur l'art de poser des questions. Je vous demande de lever la main très haut. Ok. Je ne sais pas si vous voyez, d'ici j'en compte 6. Alors tiens, j'ai envie de vous poser une question d'auditeur. Quel est le risque pour un métier qui ne se forme pas à un de ses outils principaux? Je vous remercie de votre écoute. Voilà. Merci beaucoup. Merci Frédéric Fallis. Alors c'est très...